Et bonjour à tous, bienvenue sur Digital Smart Invest, la chaîne YouTube où on regarde un petit peu l'actualité financière, les marchés financiers. Depuis quelques mois, on est un petit peu basé sur les crypto-monnaies, mais ça ne saurait tarder que l'on aille aussi un petit peu sur les indices et les matières premières. Donc pour l'instant, on reste sur les crypto-monnaies et je vais faire un petit brief hebdomadaire comme d'habitude sur le Bitcoin, l'Ethereum et le dollar. Alors on va regarder tout d'abord le fameux Fear and Greed Index des crypto-monnaies et qui est très descriptif de comment sont les marchés actuellement. C'est-à-dire qu'on est à 50. On est sur le greed ou le fear. Quoi qu'il, on est vraiment sur une zone extrêmement neutrale. Je fais ce brief donc post-FOMC. On a eu le FOMC donc mercredi où on a eu une baisse des taux. Donc taux qui sont maintenant à 5% et non plus à 5,50, qui est soi-disant une bonne chose pour les marchés, mais en réalité pas tant que ça. Pourquoi? Parce que cette double baisse des taux n'avait pas été pricée. On avait pricé quoi? On avait pricé une baisse simple. Si jamais vous êtes sur les marchés depuis au moins 2022, le manque de volatilité dû à cette double baisse des taux doit vous choquer. Pourquoi? Parce que la plupart des très gros booms qu'on a eu, donc daily, donc typiquement ce que vous aviez eu ici, ce que vous aviez eu là, donc 16%, ici on avait un très gros boom, hop, de quasiment 15%, donc à chaque fois on avait eu des très gros booms de prix qui montaient parfois à 15-20%. Tout ça avait pour base le FOMC, les fameux taux ou le CPI. Et voilà que on a eu notre fameux FOMC qui nous a donné une performance de 6%, performance d'ailleurs qui a commencé à s'essouffler, qui s'est arrêtée juste ici sur une demand. On va regarder un petit peu après ce que ça veut dire et en quoi ça peut nous donner beaucoup d'interrogations sur la suite de ce fameux marché des crypto-monnaies. Donc il y a eu une baisse de taux, mais il n'y a pas eu d'extrême volatilité sur ces baisses de taux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire que le marché n'est plus autant dépendant de ces fameuses datas, que autrefois on regardait un petit peu moins l'économie, mais on regardait surtout comment les banques centrales, donc surtout comment la Fed interprète l'économie. Actuellement, ce n'est pas pareil. Actuellement, on va vraiment se poser la question de d'accord, la Fed interprète comme ça l'économie, mais en réalité, comment l'économie se comporte? Quelle est la santé actuelle de l'économie? Et ça, ça nous permet de comprendre une autre chose qui est les institutionnels ont très peu de vision long terme actuellement sur les assets à risque. Donc, déjà, on regarde au niveau du dollar. Le dollar, lui, donc après cette fameuse hausse de taux, est toujours dans cette fameuse zone. Donc il a commencé à prendre un petit peu de liquidité haussière en cassant ce lot qu'on avait juste ici au niveau des 100,673. On attend après de voir la réaction. Donc peut-être qu'il va continuer ce fameux mouvement baissier. Peut-être qu'il va venir récupérer un petit peu de liquidité juste ici au niveau des 102. On regarde au niveau des obligations à 10 ans. Donc qui elles également ont fait que chuter et ont cassé, donc se sont installées, ça y est, sous le niveau des 3,78. Ce qui nous indique que on a donc une économie qui commence à être en berne et on le sait. Et on le sait et on commence à le pricer. Donc on le voit ici au niveau des assets à risque et des assets risk-off. On voit que voilà, on a un range qui est en train de se mettre en place et on peut le voir également ici sur l'overnight repo où on a vu cette très grosse baisse de toute la liquidité qui était mise dans les comptes de la Fed par les institutionnels. On voit que cette baisse commence à arrêter. Donc on n'a plus de pontification de cette courbe, on a vraiment un plat et un espèce de bottom qui est en train de se former ici au niveau des 239 milliards. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les institutionnels ne savent pas comment va se comporter les marchés, tout simplement parce qu'ils ne savent pas comment va se comporter l'économie.
Donc ça nous annonce deux choses, ça nous annonce qu'il nous faut un nouveau catalyseur, que la montée et les baisses des taux ne sont plus les catalyseurs, peut-être l'élection américaine qui arrive très prochainement, et ça annonce aussi du coup que on va encore avoir pas mal de range dans ces zones et pas mal de liquidations. Donc en parlant de ces fameuses liquidations, on va regarder au niveau de notre spread entre l'augmentation du prix et l'augmentation de l'open interest. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'open interest est extrêmement haussier par rapport au prix du BTC. Donc ça fait plusieurs vidéos que je répète que vous allez devoir avoir un open interest plus faible que le prix, donc une montée de l'open interest plus faible que le montée du prix du BTC pour que le prix continue à monter. Toujours dans cette optique d'offre et de demande et d'incentive à monter le prix. C'est-à-dire que moi je suis par exemple Binance ou Bybit ou BitMEX, donc je contrôle la plupart de la supply du Bitcoin. Je sais que si je fais baisser le prix, je gagne 4 milliards de dollars en liquidant des positions, et si je fais monter le prix, je gagne 1 milliard de dollars par rapport aux actifs que je possède. Bien évidemment, je vais faire baisser le prix, et c'est pas difficile de surcharger un order book, surtout quand on possède les supplies que ces exchanges ont. Mais je ne précisais pas quelque chose à chaque fois, et je m'en excuse, et c'est d'ailleurs peut-être ça qui peut faire en sorte que le prix continue à ranger et va peut-être même monter alors qu'on a un open interest qui est bien supérieur à la montée du prix. Et qu'est-ce que c'est? C'est nos fameux funding rates. Donc les funding rates, qu'est-ce que c'est? C'est le taux de long par rapport au short. Parce que oui, ici, je vous parle de l'open interest, donc on voit qu'il est monté depuis la très grosse liquidation due au yen, etc. On est monté de 14 milliards à quasiment 19 milliards. Actuellement, on est à 19 et quelques. Mais il y a les shorts et les longs qui sont additionnés là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'open interest peut monter d'1 milliard et pourtant le prix monte. Pourquoi? Parce que tout le monde short le BTC. Donc on a 1 milliard de short du BTC, et comment on liquide les shorts? En montant le prix. Ce que me montrent ici les funding rates, c'est que depuis qu'on a eu cet aplatissement du prix, donc au niveau des 63 000, après cette très grosse hausse qu'on a eu, donc après la fameuse annonce des taux, qu'est-ce qu'on a? On a les longs qui commencent à complètement arrêter, et on a énormément de shorts qui commencent à s'ouvrir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'autant de shorts commencent à s'ouvrir? Ça veut dire que beaucoup de gens pensent que le BTC va chuter. Quand je vois ce que j'ai ici, donc imaginons que je suis un market maker. Je suis même un whales, on va parler comme si j'étais une baleine. Donc je suis une baleine, j'ai fait chuter le prix du BTC. Donc j'ai eu ici hop, une très grosse liquidation qui m'a amené à me retrouver dans ces zones de prix pour que je ferme mes anciens ordres en négatif, donc que j'ai recommencé grâce à cette mèche. Et cette très grosse mèche ici m'a permis quoi? De toucher la mèche ici, donc peut-être de fermer des ordres négatifs dans cette précédente accumulation. Maintenant on était sur le haut de l'accumulation, donc je pense qu'il y a une possibilité qu'on retourne dans ces niveaux de prix là, donc du coup de fermer ce gap qu'on avait ici et retourner ici au niveau des 44 000. C'est un scénario très plausible, encore plus si l'économie venait à être un petit peu en berne. Et qu'est-ce que je vois actuellement? Donc de la même manière que j'avais ouvert un long ici parce qu'on était juste là dans une zone de demand en attente de fermeture, que j'avais une très belle mèche qui l'avait fermée et que je voyais une pattern de distribution, on a du coup fait des bas, des lows de plus en plus bas. On a arrêté mon high au niveau de la dernière demand. On a continué les bas, et qu'est-ce qui se passe? Hop, on est revenu exactement au niveau de ma demand, et qu'est-ce qu'on fait? On a fait une distribution. Donc ici, pourquoi le nombre d'open interest en short ne fait qu'augmenter? Parce qu'en réalité ici j'ai une très belle pattern de chute, j'ai une très belle pattern de short. Pourquoi? Parce que on revient donc juste là, si on regarde le high volume node de cette distribution qui se trouve où? Hop, elle se trouve juste ici, où est-ce que la mèche s'est arrêtée? Pile sur notre high volume node de cette distribution. Donc là on a énormément de personnes, on a des personnes qui ont long depuis l'annonce, donc du 19 qui était juste là, donc on a énormément de personnes qui ont long. Le problème est que ici on a énormément de lots qu'on n'est jamais venu chercher, donc il y a énormément de gens qui ont long qui sont encore ici présents sur les marchés, et il faudrait aller chercher leur stop loss. Et qu'est-ce qu'on a juste ici? On a une pattern de distribution qui se trouve où? Au niveau de high volume node. Donc voilà pourquoi
En termes long terme, sur le prix du BTC, je pense qu'il y a encore des incentives à nettoyer les plus bas et je ne pense pas qu'on va faire un fameux plus haut tout de suite. Je pense que la faible volatilité due au FOMC, enfin en tout cas la faible volatilité post-FOMC nous montre que la décision des taux n'est plus le catalyseur des mouvements du BTC. Donc on attend soit les élections américaines, soit un très gros mouvement de marché, que ce soit sur le CPI ou probablement une autre baisse de taux. En tout cas, tant qu'on ne break pas ce niveau ici des 65 000 pour en tout cas s'installer au-dessus, je pense qu'on est toujours sur un nettoyage. Donc on nettoie les longues, on nettoie les shorts, on nettoie les longues, on nettoie les shorts. Et on peut encore continuer jusqu'à arriver au niveau des 44 000 qui là serait une zone très intéressante pour se placer à l'achat sur du très long terme au niveau du BTC. Alors, pourquoi aussi notre fameux funding rate nous explique que le marché ne se décide pas, tout simplement parce que quand je vais un daily, on voit juste ici, voilà, la différence entre les longues et les shorts qui commence totalement à s'écraser. Donc on voit qu'ici, on est dans les fameux ranges que les marchés détestent. C'est un range où on ne sait pas si on va à la hausse, on ne sait pas si on va à la baisse. Donc en attendant, qu'est-ce qu'on fait? On range. Donc on achète les bas de canaux, on vend les bas de canaux, ou pour la plupart des traders inexpérimentés, on achète les hauts du canal, on vend les bas du canal et voilà que vous avez énormément de personnes qui se font liquider. Et en réalité, tant que le marché ne trouve pas une direction claire de prix, c'est le seul moyen que trouvent les market makers pour générer du rendement sur ces marchés. Donc c'est nettoyer à la baisse, nettoyer à la hausse, nettoyer à la baisse, nettoyer à la hausse. Autrement dit, on n'a pas encore de force, que ce soit acheteuse ou vendeuse, qui peuvent nous permettre de choisir la direction du marché sur le long terme. Donc à partir de ce moment-là, on continue de nettoyer. Étant donné que le marché du Bitcoin et que les marchés en général sont remplis d'optimistes, on va toujours plus nettoyer à la baisse. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours plus de longues, même si on voit au niveau du funding rate que ça commence vraiment à s'écraser, ce fameux ratio entre les longues et les shorts. Malgré que le marché des prédictions des funding rates reste toujours positif, ce qui je pense est une bonne chose, ce qui montre qu'on a quand même des gens qui sont assez positifs sur les marchés. Et on peut le voir aussi au niveau donc des marchés traditionnels, qu'on n'a pas vraiment de direction claire de marché pour le moment. Peut-être les élections américaines nous trouverons un catalyseur, ou alors peut-être qu'il y aura un autre catalyseur macro qui viendra de, je sais pas, soit un conflit qui va se déclarer, soit des résultats inattendus sur une entreprise, soit un secteur d'activité complet qui va surperformer le marché. Mais pour le coup, c'est pas forcément le cas sur Ethereum. Alors sur Ethereum, on a ce qu'on appelle une pattern de réaccumulation. C'est-à-dire que ici, donc, on avait eu notre fameux mouvement haussier. Hop, je vais nettoyer tout ça. Donc on avait eu notre fameux mouvement haussier. Hop, ici on avait eu notre fameux mouvement baissier. Et voilà que on a la médiane juste là. On commence à accumuler sous cette médiane. Si ici on avait du coup le SC AR, on attend le ST qui prendrait la liquidité juste ici. Et pourquoi je pense très clairement que ça va arriver? Parce qu'on a quand même ces equal lows qui sont en attente. On avait vu sur la précédente vidéo, donc la semaine dernière, que au niveau de l'order block, on était extrêmement chargé d'achat juste ici. Donc on attendrait le ST et peut-être un STB qui viendrait prendre la liquidité du ST et en même temps revenir sur le fameux high volume node de toute cette accumulation qu'on a donc démarré depuis décembre 2021. Alors si je vais du coup en monthly pour mieux vous exprimer ce propos, voilà, donc on peut voir ici accumulation, hop, donc ici accumulation, pump, réaccumulation, pump, réaccumulation, et on attend le fameux pump. Pour cela il faudrait très certainement revenir sur le high volume node de toute cette accumulation qui se trouve où? Donc l'accumulation qui se commence là, donc on l'a à peu près à ce niveau là. Donc si jamais on venait prendre la liquidité de ces equal lows qui se trouvent juste ici, equal lows qu'on voit très bien en monthly, on pourrait du coup revenir à ce niveau là, donc au niveau des 1938, pour hop venir fermer tous les ordres négatifs de cette accumulation et pouvoir enfin démarrer le mouvement haussier qui viendrait casser la TH pour nous faire des très belles bougies comme cela et venir installer le prix sous les précédents plus hauts
pour que les plus hauts qui se trouvent comme ici deviennent en réalité le fameux support. Et tout ça viendra en corrélation avec les éléments fondamentaux qu'on a sur Ethereum, l'activité, etc. qui nous pricerait du coup un Ethereum peut-être au niveau des 8000 ou 9000 $, avec du coup un support qui serait ici au niveau des 4000, 4400. Tout cela c'est bien sûr sur du long terme et ça peut arriver peut-être en 2025, peut-être en 2026. En attendant, on est toujours sur une volatilité qui est plus accrue que le Bitcoin, ce qui est quand même un petit peu mieux pour avoir des visions de prix. Et on a eu un petit pump vis-à-vis du fameux FOMC. Petit pump qui nous a permis, juste avant de prendre la liquidité qu'on avait ici au niveau de cette redline, qui hop nous permet de prendre les highs qu'on avait juste ici. Maintenant on voit qu'on a un petit essoufflement. Possiblement on va retourner hop sur cette zone juste là où on a un order block pour repartir à la hausse. Peut-être, c'est bien évidemment possible, qu'on s'arrêtera sur cette demand et qu'on ira enfin chercher ces equal low, ou peut-être pas. Maintenant, le très gros appel de prix qu'on a ici, tout le média bashing qui est fait actuellement au niveau d'Ethereum nous montre que on va très probablement avoir un Ethereum baissier. Et quand je vois cette pattern là, en termes long terme, je pense que ce serait la meilleure chose qui pourrait arriver sur Ethereum. Donc tous les gens qui ne sont pas sûrs de la viabilité de ce projet quittent le navire peut-être à ce niveau-là et que hop, on vienne liquider tout le monde, on vienne casser ces equal low au niveau des 2100, qu'on vienne fermer l'order block ici de toute l'accumulation qui est faite depuis 2022 et qu'on du coup rebondisse au niveau donc des 1900 pour enfin continuer un mouvement haussier et venir break tous les shorters. Donc commencer par break le niveau des 2800, ensuite venir break le niveau des 3400 et finalement venir break le niveau des 3980, 4000 pour retourner à la TH au niveau des 4850. Voilà, donc écoutez, à court terme Ethereum, attention, on va très probablement avoir un petit mouvement baissier pour au moins refermer ces gaps. Ensuite, c'est soit on prend la liquidité qui se trouve juste ici au niveau de cette nouvelle trade qui a été créée, soit on vient chercher la liquidité baissière juste là au-dessus des 2820. Maintenant, en termes fondamental, Ethereum reste un très bon projet. En termes momentum, c'est un des pires projets à avoir et c'est une très bonne chose parce que, pour rappel, les marchés ne démarrent que lorsque le bateau est très vide. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.